Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une petite vidéo à part pour parler ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le coronavirus 2019, parce que j'entends beaucoup de choses curieuses, des choses non fondées, des choses fausses, parfois des choses vraies mais détournées et mal comprises. On me pose beaucoup de questions et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour présenter un petit peu rapidement les choses et que les choses soient claires et précises. Qu'est-ce qu'un virus, tout d'abord? Qu'est-ce qu'un virus? Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. C'est-à-dire qu'un virus a besoin d'un être vivant avec des cellules vivantes. Se répliquer, on dit que la réplication virale est l'ensemble des processus biochimiques qui se déroulent dans la cellule infectée par un virus et qui ont pour effet de produire de nouvelles unités de ce virus, donc qui se reproduit. On appelle ça en biologie la réplication et non pas la reproduction. Il ne s'agit pas de reproduction, mais bien de réplication. Ah, j'ouvre une petite parenthèse. Pour les spécialistes, certainement qu'ils me feront le reproche de ne pas être assez précis et d'être passé sur certaines choses de façon rapide, mais l'objectif n'étant pas de faire un cours ou d'être extrêmement précis pour les gens qui sont du métier, je souhaite plutôt que ce soit quelque chose de large pour tous, avec toutefois des éléments précis pour pouvoir aller vérifier et peut-être compléter certaines informations pour ceux qui le souhaitent. Fermons la parenthèse. Donc il peut se présenter sous deux stades, le virus. Une forme extracellulaire, unité matérielle indépendante appelée virion, présence d'une capside ou viroïde, sans capside. Donc la capside, c'est une sorte de petite poche qui est tout autour, qui le rend d'ailleurs sous une forme un peu sphérique. C'est pour ça qu'on le représente toujours un peu sphérique, le virus. Donc c'est une poche qui le protège en fait. Voilà, donc c'est une coque protéique qui entoure le matériel génétique du virus. Une forme intracellulaire, donc le virus intégré sous forme dormante ou détournant activement la machinerie cellulaire au profit de sa réplication. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la cellule et il commence un peu à se répliquer. Il peut s'intégrer à un chromosome du génome hôte, celui qui le reçoit. On parle alors de provirus. Il peut rester hors des chromosomes du génome hôte, par exemple des usines à virions. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais on va voir que ça va être une certaine importance par la suite. Pour les humains, sur les 3600 espèces infectieuses décrites, seules 129 sont pathogènes. Il peut se présenter sous deux phases actives, ce virus. Pendant qu'il est sous le cycle qu'on appelle le cycle lytique, détournement de la machinerie cellulaire vers la production de virions, donc il va se répliquer. À son aboutissement, cette phase peut provoquer la lyse de la cellule. La lyse, c'est-à-dire l'explosion. La cellule explose parce qu'elle est remplie de virions, et on va dire entre guillemets de petits virus, et donc la cellule se déchire, elle meurt, et du coup les virions peuvent se déverser dans l'organisme et aller chercher d'autres cellules hôtes pour recommencer le cycle lytique. Et on a le cycle lysogénique. La cellule hôte n'entre pas en cycle lytique, elle continue de vivre et multiplier donc le provirus est transmis à la génération suivante au cours des divisions cellulaires. C'est-à-dire qu'il a intégré la cellule se reproduit avec le virus à l'intérieur qui reste dormant, discret, caché. Et donc les cellules se reproduisent, se reproduisent, se reproduisent. Dans le corps, on a énormément de cellules qui sont infectées, dormant. Et à un moment donné, je dirais un signal donné, tout ça va se mettre en route à usine à virions, et donc ça peut exploser de partout, et donc donner des infections très très graves en très peu de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'un coronavirus? Un virus appartenant à un groupe de virus enveloppés, qui ont une capside, entraînant des pathologies chez les mammifères et les oiseaux. C'est-à-dire que le coronavirus, c'est un groupe de virus, ce n'est pas un virus, c'est un groupe, une famille de virus. Il n'existe que 7 types de coronavirus infectant l'homme. 4 donnent des infections sans gravité, comme le rhume par exemple, c'est un coronavirus qui est infectieux, qui est rentré dans l'organisme, mais ça ne donne qu'un rhume, donc celui-là n'est pas particulièrement dangereux. Et 3 des 7 donnent des infections graves, comme certaines grippes par exemple. Et quand on parle du Codiv-19, qu'est-ce que c'est que le Codiv-19? Alors, c'est l'acronyme anglais qui signifie Coronavirus Disease 2019, c'est-à-dire que c'est une maladie, c'est la maladie à coronavirus 2019. Le Codiv-19 n'est pas un virus, le Codiv-19 est une maladie
qui a été engendré par un virus. Et le virus s'appelle le SARS-CoV-2. C'est le nom du virus. Alors c'est un acronyme, voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails. C'est surtout pour comprendre de quoi on parle. Donc coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère numéro 2, parce qu'il a existé un numéro 1. Et là, on est au numéro 2. Alors, la Covid-19, à partir de maintenant, comme on sait que c'est une maladie, moi je préfère dire la Covid-19 plutôt que le, puisque le, ça sous-entendrait que c'est le virus. Là, on comprend que c'est la maladie, donc la Covid-19. Alors, cette maladie a été découverte et décrite par les services sanitaires en 2019 dans la ville de Wuhan. Wuhan, c'est une ville chinoise qui se trouve à peu près, pas tout à fait au centre, mais bien en retrait des côtes pacifiques, donc à l'intérieur des terres. Alors, Wuhan possède un laboratoire de microbiologie fondé en 1956. Premier laboratoire P4 de Chine en collaboration avec la France, avec l'Institut Pasteur, pour être plus précis. Ce laboratoire P4 a été ouvert en 2015, donc ça fait 5 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire P4? C'est un laboratoire pathogène de classe 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est susceptible d'abriter des micro-organismes très pathogènes. Ils travaillent sur la recherche. Ils font des travaux de recherche dans les laboratoires P4, et en particulier sur la phagothérapie. Qu'est-ce que la phagothérapie? C'est l'utilisation des virus pour s'attaquer aux bactéries pathogènes. J'insiste bien aux bactéries pathogènes, aux maladies. Regain d'intérêt pour cette méthode proposée en 1917, donc c'est pas récent, hein, c'est un tout petit peu plus d'un siècle, alors que les résistances bactériennes aux antibiotiques se multiplient. C'est-à-dire qu'en 1917, nous étions avant l'invention de la pénicilline, par exemple, avec Fleming, et donc c'était un moyen d'étudier, savoir qu'on étudiait les virus pour essayer de les modifier ou de les orienter, on va dire, et parfois même de les modifier génétiquement pour que ceux-ci soient programmés, entre guillemets, pour attaquer une bactérie pathogène, une bactérie qui attaque et qui rend malade, voire dangereusement malade. Donc c'est un travail qui a été fait, qui a été un peu laissé tomber à partir du moment où il y a eu les antibiotiques, mais on a commencé à voir les résistances bactériennes aux antibiotiques, et de fait, ce moyen de thérapie a été remis au goût du jour, a été relancé et a un regain d'intérêt. Travail de recherche pour le traitement antibiotique pour enrayer ou éviter les surinfections. C'est-à-dire qu'on regarde comment travaillent certains virus, parce que les antibiotiques n'attaquent pas les virus, mais certains virus qui génèrent des infections, voire des surinfections qui peuvent être graves, donc qui vont laisser la place à certaines bactéries. Et donc, on va rechercher dans ces laboratoires P4 quels vont être les antibiotiques, quelles vont être les formulations antibiotiques qui vont permettre de lutter contre certaines bactéries qui pourraient se développer suite à une invasion virale. Donc c'est tout un travail de recherche pour la santé, en fait, qui est effectué dans ces laboratoires P4 avec deux axes de travaux prédominants, c'est-à-dire la phagothérapie, l'étude de la modification génétique de certains virus pour aller attaquer certaines bactéries pathogènes. Donc on peut étudier certains virus pour des maladies orphelines. On peut imaginer par exemple un virus qu'on pourrait utiliser génétiquement modifié pour aller soulager les personnes atteintes de mucoviscidose, par exemple. Tout ça, ça fait partie de recherches en cours sur la pathogénèse. Pardon, la phagothérapie, pardon. Recherche basée sur des modifications génétiques, virus ARN, virus ADN ou gyrus. Bon. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, une partie du travail qui est faite là-dessus pour essayer d'enrayer certaines maladies qui sont graves et qui, pour l'instant, pour certaines en tout cas, n'ont pas de solution, ni d'apaisement, ni de traitement. Ces laboratoires P4 travaillent en particulier sur les systèmes immunitaires résistants au coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a certains animaux qui sont résistants au coronavirus. C'est-à-dire qu'ils les portent, ils sont infectés, mais ils ne manifestent aucune maladie. Ça veut dire qu'ils ont dans leur corps un système immunitaire qui permet de résister. Donc là, il y a des recherches qui sont faites pour savoir qu'est-ce qui permet à ces animaux, à ces organismes, de résister à de telles invasions, et en particulier les invasions pour lesquelles l'homme ne sait pas résister naturellement. Et en particulier, il y a un système immunitaire résistant au coronavirus, c'est intéressant, ce sont les chauves-souris. Les chauves-souris sont porteuses de coronavirus, de cette famille de virus.
Le laboratoire de Wuhan possède plus d'une centaine de chauves-souris provenant de la province de Yunnan ou Zhejiang. Alors, ces provinces, en fait, sont situées à des centaines de kilomètres de Wuhan, c'est-à-dire qu'elles sont importées. Ce n'est pas, comme ça a été dit, suite à des soupes qui ont été faites avec les chauves-souris de la région ou le marché aux animaux, etc. Donc voilà, et Zhejiang, c'est plutôt dans l'Est. Elles ont été importées pour essayer d'étudier le système immunitaire de ces chauves-souris porteuses de différents coronavirus et pourtant résistantes. Petite information, les coronavirus sont des sujets, j'ai mis entre guillemets, hein, ce sont des virus, hein, mais sont des sujets d'étude depuis des années, c'est pas nouveau. On a en particulier les laboratoires de l'Institut Pasteur qui ont déposé un brevet autour des coronavirus en 2004. Nous en avons posé d'autres, mais il y en a un, puisque celui-là circule avec des fausses informations. Le brevet européen, le EP1 694 829 B1. Donc c'est un brevet qui a été déposé en 2004 au sujet des coronavirus. On ne peut pas breveter un virus. Parce qu'un virus, c'est un organisme vivant et les organismes vivants ne se brevettent pas. Par contre, on peut breveter certaines parties, certaines modifications qu'on peut apporter, etc. au niveau génétique, ce qui est le sujet de ce brevet européen déposé par l'Institut Pasteur. Il s'agissait d'études sur le SARS-CoV-1, on ne met pas le 1, c'était le premier, qui avait causé l'épidémie de grippe du sous-type H5N1 en 2002-2003, qui a aussi démarré dans l'Asie, mais pas en Chine. Donc c'est un autre virus, qui fait partie des coronavirus, mais ce n'est pas le même virus, c'est un autre virus, et qui a donné une autre épidémie, d'ailleurs, la grippe de sous-type H5N1, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est pour montrer que ce sont des choses qui sont en permanence à l'étude et pas du tout dans un but militaire secret. C'est connu, il y a des recherches qui sont faites dans un but, je dirais, de thérapie pour soulager certaines maladies graves dont certains sont atteints et qui pour l'instant n'ont pas de soins ou peu. Il semblerait, donc là maintenant il semblerait qu'un opérateur du laboratoire donc de Wuhan se serait fait contaminer par un coronavirus génétiquement modifié, c'est-à-dire en cours d'étude, pour servir de support de recherche. C'est-à-dire qu'il a été modifié non pas pour attaquer, comme certains le disent avec le complotisme, etc., mais dans un but de recherche, comme c'est fait dans les laboratoires P4 d'une façon générale et régulièrement. Donc pourquoi est-ce qu'il s'est fait contaminer? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une inadvertance? Est-ce que c'est un manque de respect des règles? Peu importe, là c'est pas le sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'il semblerait que ce soit parti de ce laboratoire et que l'objectif de ce coronavirus modifié, l'objectif était de développer une phagothérapie, c'est-à-dire traiter des maladies pour essayer de faire avancer les choses pour les malades. Pour trouver pourquoi les chauves-souris sont résistantes au coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a les deux, en fait. Hein. Les deux aspects, la recherche. C'est de la recherche. Et en particulier sur le système cardio-respiratoire, puisque les coronavirus attaquent particulièrement le système cardio-respiratoire, pas uniquement, parce que certains attaquent aussi les parties intestinales ou digestives, mais là, en l'occurrence, c'est sur la partie cardio-respiratoire. Et donc, le coronavirus génétiquement modifié avait pour but de se fixer prioritairement sur le système cardio-respiratoire pour essayer d'améliorer les choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, je n'ai pas du tout d'informations si c'était vraiment ça, mais par exemple, ça pourrait être la mucoviscidose, par exemple. Donc, il y a de la recherche qui est faite en permanence sur la mucoviscidose, sur d'autres maladies aussi, pour essayer de trouver des remèdes et des thérapies qui seraient adaptées et efficaces. Donc l'objectif étant de se concentrer sur une signature génétique donnée. Ça, c'est important. Et en particulier, une signature génétique donnée sur le système cardio-respiratoire. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une signature, quelque chose qui est une maladie ou quelque chose qui se déclare par une signature particulière au niveau du code génétique sur une base ou sur plusieurs bases données. Donc on a la signature. Aussi, toute personne fragile portant cette signature génétique est une cible, évidemment. C'est-à-dire que puisque ce virus a été modifié pour cibler un problème, tous ceux qui sont atteints de ce problème, le virus, il est fait pour ça, il va y aller. Des indicateurs d'inflammation ont été recherchés chez les patients légers, graves et critiques, surtout en Chine, puisque c'est par chez eux que ça a commencé. Et les critères associés à la gravité de la maladie sont les récepteurs de l'interleukine 2,
6, 8 et 10. Alors, ça a l'importance. Alors, il n'y a pas que ces récepteurs-là, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris quelques-uns pour montrer ce qui se passe et pour comprendre ce qui se passe. L'interleukine 2 stimule la prolifération lymphocytaire et la différenciation de la réponse des lymphocytes auxiliaires. C'est-à-dire ça intervient dans notre réponse des anticorps, on va dire, pour faire court. Agissant, donc les lymphocytes auxiliaires, agissant comme des intermédiaires à la réponse immunitaire adaptative, aussi appelée réponse immunitaire acquise. Pour ceux qui connaissent, ça parle, bon, c'est pas grave, mais c'est pour montrer que, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, ça serait très très long, que c'est ciblé. L'interleukine 6 induit la phase de réaction aiguë, mais peut aussi jouer des rôles anti-inflammatoires. Marqueur cardiovasculaire, un taux de protéine C réactive, ce qu'on appelle le CRP, élevé augmente le risque d'infarctus du myocarde. Donc on voit que voilà, la supplémentation en vitamine C d'ailleurs peut réduire de manière significative le taux de CRP. C'est pour ça que par rapport à la grippe, on peut supposer que le fait de prendre de la vitamine C et l'ascorbique puisse être intéressant. L'interleukine 8 maintenant. Alors c'est la chimiotaxie des neutrophiles. La chimiotaxie, c'est tout ce qui concerne la stimulation des déplacements bactériens, parce qu'il y a des bonnes bactéries, hein, il y a des milliers de bactéries, dont certaines qui sont très utiles et nécessaires à la vie. Donc la chimiotaxie, c'est toute l'étude de la chimie des déplacements de ces bactéries. Et les neutrophiles, eh bien, ce sont les granulocytes neutrophiles ou polynucléaires neutrophiles, qu'on appelle PNN, sont des globules blancs, des leucocytes, qui ont un rôle majeur dans la phagocytose, c'est-à-dire dans la destruction, on va dire dans l'annihilation des agents infectieux. Les anomalies fonctionnelles sont le plus souvent héréditaires. Voilà, on tient ça de nos parents et de nos arrière-grands-parents, etc. Et l'interleukine 10, inhibition de la production des cytokines de la réponse des lymphocytes auxiliaires. Donc ça vient inhiber des réactions de cytokines, pardon. La cytokine, substance élaborée par le système immunitaire réglant la prolifération de cellules. Donc ça peut inhiber, et en fonction s'il y en a plus ou moins, ou au contraire, ne pas gérer la prolifération cellulaire. Toute personne possédant des marqueurs génétiques spécifiques sur ces récepteurs-là sont donc des cibles, toutes les personnes sont des cibles privilégiées du SARS-CoV-2. Les autres verront le SARS-CoV-2, ce virus, comme un nuisible, c'est tout. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette signature génétique particulière ne verra pas le virus comme une agression majeure, mais ça passera comme quelque chose d'anodin. Alors peut-être avec quelques jours mal en point, fiévreux, etc. Mais bon, ça va passer. Et pour d'autres, même à la limite, sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Donc on a vu que l'interleukine 2, diminution de la production chez les personnes âgées. Donc cette interleukine 2, elle diminue dans sa production chez les personnes âgées. Donc les personnes âgées vont forcément être plus vulnérables vis-à-vis du SARS-CoV-2, de ce virus. Au niveau de l'interleukine 6, augmentation de la production chez les personnes âgées aussi, à nouveau. L'interleukine 8, augmentation par le stress et une médicamentation antitumorale, c'est-à-dire que ceux qui ont eu un cancer risquent d'avoir plus de complications que ceux qui n'en ont pas eu. Et quand on dit augmentation par le stress, c'est surtout par la tension nerveuse, c'est-à-dire que ceux qui font de l'hypertension. Interleukine 10, augmentation lorsque la personne a eu un cancer. Ça revient même avec tout ce qui est médicamentation antitumorale. Aussi, toute personne possédant une déficience génétique sur ces récepteurs est une cible, c'est clair. Issue d'un patrimoine génétique hérité, là on n'y peut rien, ou une déficience qui peut ne pas être encore exprimée. C'est-à-dire qu'on peut le savoir et on peut ne pas le savoir. On peut ne même pas être au courant qu'on a ce problème-là, parce qu'il s'autogère, il est léger, mais c'est une faille, c'est une porte d'entrée, ce qui fait que certaines personnes vont réagir de façon violente à ce qui se passe aujourd'hui, et d'autres pas. C'est tout simplement. Mais ça, c'est indépendant. Alors évidemment, on peut augmenter ces problèmes par une vie plus ou moins réglée ou pas, ou dissolue ou pas. Ça, c'est clair qu'on peut affaiblir son système immunitaire de différentes manières, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, les personnes âgées sont fragilisées par rapport au SARS-CoV-2. De fait. Les personnes qui ont été atteintes d'un cancer sont fragilisées par rapport au SARS-CoV-2 aussi. De fait. Les personnes qui ont une déficience génétique, quand je dis déficience, ça ne veut pas dire un gros problème, mais il y a une porte d'entrée au niveau du système cardio-respiratoire, peut-être même sans le savoir, sont fragilisées par rapport au SARS-CoV-2.
C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine inconnue sur le sujet. Un autre marqueur, qui est de la numération des lymphocytes, point sensible pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. C'est-à-dire que ceux qui sont atteints de diabète de type 1 vont aussi être des cibles. Alors, ça ne va pas forcément faire la même chose que dans tous les cas, mais ils sont aussi des cibles si leur taux de diabète est supérieur à la normale. Tant qu'il est normal, tant qu'il est bien régulé, il n'y a pas de souci. La numération des éosinophiles, donc ça c'est les cellules sanguines présentes qui sont impliquées dans le système immunitaire inné des vertébrés, notamment dans les phénomènes d'allergie et de parasitisme. C'est-à-dire que certaines allergies vont être des portes d'entrée par rapport à ce virus. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas stabilisé. Ce n'est pas un virus terminé, je dirais, d'études. Voilà. Alors ça ne veut pas dire non plus que dès qu'on a une allergie à quelque chose, au pollen, ça y est, c'est une catastrophe. Mais on a des fragilités et avec, en plus, petit détail important, c'est qu'on a très peu de recul sur ce virus pour l'instant. Les études ne sont pas, ça fait que quelques mois. Hein. Maintenant une question, pourquoi les enfants ne sont-ils pas ou peu ou pas atteints? À la fécondation, un nouvel être se crée. D'accord. Pendant la grossesse, cet être se développe. La première ébauche respiratoire apparaît à partir du 22e jour de la conception. Les alvéoles se constituent à partir du 6e mois de la vie intra-utérine et restent plissées jusqu'à la naissance. Le surfactant, substance sécrétée par les cellules alvéolaires, est produit en quantité suffisante pour maintenir les alvéoles ouvertes à l'expiration à partir du 7e mois de grossesse. C'est-à-dire qu'à l'expiration du 6e mois et au début du 7e mois, les alvéoles sont ouvertes, l'enfant pourra, le fœtus à la naissance, pourra respirer. À la naissance, le système cardio-respiratoire devient autonome. À la naissance, le bébé passe d'une oxygénation fœtale placentaire à une oxygénation aérienne pulmonaire autonome. Il respire. Grâce à une double adaptation respiratoire et circulatoire. C'est-à-dire que fait, tout se met en route à ce moment-là. Mais il n'est pas encore mature, ce système cardio-respiratoire chez l'enfant. Les infections respiratoires aiguës représentent une cause majeure de mortalité infantile dans les pays émergents. On sait que les enfants ne sont pas matures au niveau de leur système respiratoire, cardio-respiratoire. Dans les pays développés, les infections respiratoires sont la première cause de maladie de l'enfant. Il n'est pas mature. Les ramifications bronchiques continuent à croître après la naissance. Les alvéoles augmentent en nombre et en taille. Elles passent de 24 millions à la naissance à 300 millions à l'âge de 8-10 ans. Les poumons ont acquis vers l'âge de 10 ans toutes les structures nécessaires à leur fonctionnement, bronchioles et alvéoles, mais leur maturation se poursuit pendant l'adolescence encore. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. On dit qu'un être humain est complètement terminé dans sa formation et sa croissance, on va dire, vers l'âge de 16 ans à peu près. Et donc la signature génétique recherchée par le SARS-CoV-2 n'est pas accessible chez l'enfant de moins de 8-10 ans, parce qu'il n'est pas mature, et la signature recherchée n'est pas accessible chez l'enfant de moins de 10 ans. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfants de moins de 10 ans atteints avec tout ce qui s'ensuit. Les enfants que l'on va entendre, les quelques enfants qui vont être atteints et qui auront des grosses difficultés face au virus actuel, sont des enfants qui avaient des problèmes de signature génétique autres que simplement celle du cardio-respiratoire, avec des interleukines ou un taux de lymphocytes qui était trop bas ou des choses comme ça. Mais c'est tout. C'est pour ça que l'enfant n'est pas touché. Donc l'enfant de moins de 8-10 ans ne peut pas développer ce qu'on appelle la COVID-19, cette fameuse maladie. Sauf s'il a une déficience génétique au niveau du système cardio-respiratoire. Conclusion sanitaire. La COVID-19 est une maladie sans gravité pour les personnes sans signature génétique déficiente au niveau du système cardio-respiratoire ou immunologique. C'est-à-dire que la plupart des gens qui auront la COVID-19 soit ne s'en rendront pas compte, soit seront simplement malades, mais c'est tout. Il ne se passera rien de plus. Pour la majorité des personnes infectées, la maladie sera asymptomatique. Ils ne s'en rendront même pas compte. Pour d'autres, les symptômes seront similaires à ceux d'une grippe, ce qui est très désagréable, mais c'est une grippe. Ce ne sera pas plus pour ceux qui n'ont pas cette signature génétique. La COVID-19 est une maladie grave pour les personnes ayant une signature génétique déficiente au niveau du système cardio-respiratoire ou immunologique. Pour ces personnes infectées, la maladie sera le point d'entrée d'infections sérieuses.
Pour d'autres, la maladie sera le point d'entrée de surinfections dangereuses. La Covid-19 est une maladie qui a un spectre plus large que les maladies issues des coronavirus classiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle atteint tout le monde, mais induit des complications graves et sérieuses sur des personnes dont le seuil de fragilité est plus bas. C'est-à-dire que les autres coronavirus, grippe d'une manière générale, ont un seuil pour l'interleukine ou des choses comme ça qui se trouve plus haut. Celui-là, il attaque particulièrement ceux qui sont, je dirais, sensibles sur certains points. Et la porte est plus petite, mais il rentre quand même, grosso modo. La grippe, par exemple, la grippe, d'une manière générale, ce qu'on appelle la grippe, chaque année, 2 à 8 millions de personnes en France sont touchées par la grippe, tous les ans, entraînant de 10 000 à 15 000 décès chaque année. Chaque année, il y a entre 10 000 et 15 000 personnes qui décèdent à cause de la grippe. Il est intéressant de remarquer que les grippes zoonotiques sont apparues en 1918, un an après le début des recherches en phagothérapie, modification des virus, etc., pour atteindre une thérapie, pour essayer de soigner certaines maladies. Quand on dit zoonotique, ça veut dire qu'on parle de grippe zoonotique quand il y a transmission d'un virus grippal entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire que le début des recherches s'est effectué en 1917 et les premières grippes zoonotiques sont apparues en 1918, un an après. Phagothérapie, on a vu que c'était l'utilisation des virus pour s'attaquer aux bactéries pathogènes. Donc il semble assez probable que les études ont amené certaines, voilà, par des erreurs. Je tiens absolument à souligner qu'il ne s'agit en aucun cas de dire qu'il s'agit de complot ou de quoi que ce soit, de militaire ou je ne sais pas quoi. C'est véritablement de la recherche civile, de la recherche en médecine, pour essayer de soigner des maladies et faire avancer le système de santé. Et donc, mais à partir du moment où on commence à manipuler, il y a des risques. Voilà. La pandémie de 1918, dite grippe espagnole, la plus sévère, due au sous-type, donc c'est un coronavirus aussi, mais due au sous-type H1N1. C'était en 1918. La grippe asiatique en 1957, due au sous-groupe H2N2. La grippe de Hong Kong en 1968, due au sous-groupe H3N2. En 1977, lors de l'épidémie de grippe russe, les virus de sous-type H1N1 ont été réintroduits chez l'homme et ont circulé parallèlement avec les virus de sous-type H3N2. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'à chaque fois, tout ça, c'est des choses qui... Alors, on nous dit que ça vient de l'animal et que ça s'est transmis par mutation, etc. Mais en fait, on peut quand même largement supposer que ce sont des choses qui ne sont pas forcément naturelles. Je souligne encore qu'il ne s'agit pas de promouvoir le complotisme, etc., ni les intérêts militaires. Je parle juste de thérapie, de soins, au même titre que pour la radioactivité, Marie Curie ne savait pas ce qu'elle manipulait et qu'à un moment donné, elle s'est détruit la santé en découvrant quelque chose qui a pu être utile pour la santé en faisant des radios, la radiothérapie. Et donc, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver dans la recherche. En 2009, date de la dernière pandémie grippale, le virus responsable était un nouveau variant de type H1N1, résultant d'échanges génétiques appelés réassortiments entre un virus humain, un virus aviaire et 2 virus porcins. Là, ça devient de la manipulation claire. Mais toujours dans le but d'essayer de faire avancer la science pour essayer de trouver des thérapies. Et il y en a qui existent. Et on continue à essayer de chercher des solutions à certains problèmes pour lesquels on n'a pas de solution actuellement. Depuis 2009, ce virus AH1N1 PDM09 a remplacé les précédents virus AH1N1 et est responsable avec les virus AH3N2 et les virus de type B des épidémies saisonnières. C'est-à-dire que voilà, les choses, parfois il y a des petits dérapages, on va dire, des petites erreurs, et ça entraîne une catastrophe. Donc, quand on parle de 10 000 à 15 000 décès chaque année pour la grippe, les chiffres de mortalité de la grippe sont des extrapolations mathématiques résultant le plus souvent de méta-analyses de données de littérature, mais pas de décompte scrupuleux du nombre de décès. C'est-à-dire qu'on ne compte pas le nombre de morts, on fait des moyennes, on fait des calculs mathématiques pour dire qu'il y a à peu près tant de morts. La mortalité de la grippe est très certainement sous-estimée pour la simple et bonne raison qu'on ne teste pas toute personne qui présente un tableau clinique suspect de grippe et qui décède rapidement. Quelqu'un qui est à l'hôpital et qui a des complications et qui décède rapidement, on ne va pas
post-mortem, aller vérifier s'il avait la grippe ou pas, pour le comptabiliser parmi les morts qui étaient grippés. Voilà. Donc ça veut dire que, d'un commun accord, je dirais, tous les virologues sont d'accord pour dire qu'il est certain que l'estimation de mortalité de la grippe est sous-estimée. Dans le cas du SARS-CoV-2, il semble que l'on cherche activement, j'ai mis les guillemets, les cas. Les chiffres obtenus devraient être plus proches de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être arriver à des taux de mortalité qui vont être plus importants que ceux de la grippe, assurément, mais certainement parce qu'on les regarde de plus près aussi. Le seuil de vulnérabilité de la grippe est plus haut que celui du SARS-CoV-2, 80,3 ans en moyenne pour la grippe, contre environ 70 ans pour le SARS-CoV-2. Je mets environ parce qu'on n'a pas encore d'éléments probants et vérifiés. Pour l'instant, ce ne sont que des estimations. Il est donc impératif de se protéger si nous avons une fragilité génétique cardio-respiratoire ou si nous avons des maladies auto-immunes ou encore des allergies. C'est une évidence. Il est donc impératif de protéger ceux qui nous entourent et que nous savons être des cibles du virus SARS-CoV-2. C'est-à-dire que si on sait qu'autour de nous, on a quelqu'un qui est âgé, qui a une maladie auto-immune, qui présente des allergies sérieuses et importantes, à ce moment-là, il faut le protéger. Et comment on va faire pour le protéger? Bien, c'est en se lavant les mains, etc. On va le voir tout à l'heure. Il est donc impératif de protéger ceux qui nous entourent et que nous ne connaissons pas, afin de ne pas risquer de les mettre en situation de risque grave. Vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas si c'est quelqu'un à risque ou pas. Donc, nous devons tous respecter des règles de distance, etc., pour ne pas mettre quelqu'un en danger, en quelque sorte, directement ou indirectement. On a, entre guillemets, bien sûr, la chance, puisque se protéger et protéger est simple avec le SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce que utiliser le gel hydroalcoolique déshydrate la capside du virus. Il meurt. C'est-à-dire que sur les mains, si on n'a pas la possibilité de se laver les mains, on met du gel hydroalcoolique. L'alcool du gel hydroalcoolique va déshydrater la capside du virus et le virus il va mourir. Tout simplement. Et si on a la possibilité, le mieux c'est de se laver les mains, enfin la peau, les mains, le visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il part avec l'eau, le virus. Donc c'est simple, il disparaît. On n'est pas sur un virus qui s'accroche, on n'est pas sur un virus résistant. Le SARS-CoV-2 est un virus, entre guillemets, faible. Il n'est pas résistant. Il ne résiste pas à l'alcool. Il ne s'accroche pas à l'épiderme. De l'eau et ça suffit. On frotte, bien sûr, avec du savon, pour pouvoir dégager tout ce qui va avec, et c'est tout. Il n'agresse pas l'épiderme pour pénétrer dans l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'accroche pas, il ne va pas pénétrer l'épiderme, le derme est rentré dans l'organisme par la peau. Il ne rentre que par les muqueuses. Le seul moyen pour le virus de pénétrer l'organisme, ce sont les muqueuses, c'est-à-dire ne pas se frotter la bouche, les yeux, le nez avec les mains. Sachez qu'en moyenne, nous nous frottons le visage entre 2500 et 3000 fois par jour, par réflexe. On touche l'oreille, le nez, on remonte ses lunettes, on se frotte le front, etc. Donc faisons attention, puisque dès qu'on s'approche d'une muqueuse, si on en a sur les mains, on peut l'absorber ou pas. Pourquoi se protéger et protéger les autres? Pourquoi? Alors, pour ne pas risquer de contaminer quelqu'un de fragile et lui faire prendre des risques inutiles, évidemment, et pour limiter la progression de la Covid-19. Je ne prends pas évidemment le cas où si nous-mêmes nous sommes en fragilité, auquel cas nous devons nous protéger aussi, bien sûr. Mais pour limiter la progression de la Covid-19, pourquoi? Il n'est pas possible de stopper la progression d'un virus en pleine épidémie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'arrêter. C'est pas possible, ça. On sait qu'il faut que 50 à 75% de la population ait été infectée et produit des anticorps pour qu'une épidémie virale s'arrête. Alors, quand on dit de 50 à 75, selon le virus et ses caractéristiques épidémiologiques, c'est-à-dire que ça dépend du virus, mais il faut qu'en tout cas une grande partie de la population ait été infectée et soit guérie, naturellement ou par médicament, par une assistance, on va dire, pour éviter les surinfections. L'objectif étant de permettre aux services de santé de la zone concernée d'absorber le flux de malades. Quand je dis la zone concernée, ça peut être une zone locale, une ville, ça peut être une région, ça peut être un pays. Donc il faut absolument permettre aux services de santé de soigner les gens malades et surtout les gens à risque ou les gens qui sont... Alors ceux qui sont connus, encore, mais ceux qui ne sont pas connus, on peut déceler à partir du moment où il y a complication, mais il faut le soigner.
Prenons une courbe pour bien expliquer les choses. Une courbe en fonction du temps, le nombre de malades. Ici, on a une courbe qui nous donne la capacité d'accueil des services de santé. C'est-à-dire qu'on sait que les services de santé peuvent accueillir un certain nombre de malades. Alors pourquoi il y a une courbe qui descend à un moment donné? C'est parce que c'est le temps nécessaire d'adaptation de traitement ou de conditions spécifiques le cas échéant. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément ce creux dans cette courbe de capacité d'accueil des services de santé, mais c'est possible si jamais il faut adapter certains traitements ou adapter un environnement spécifique. Donc il faut un certain temps d'adaptation ou pas, selon. J'ai pris le cas le plus défavorable. Donc on sait que les services de santé d'une région, d'un hôpital, d'une ville ou d'un pays sont capables d'absorber une certaine partie, d'accueillir une certaine partie de malades, un nombre de malades. Nombre de malades si la progression de l'épidémie virale n'est pas limitée. C'est-à-dire que si l'épidémie n'est pas limitée, on va avoir un pic de gens malades, c'est-à-dire qu'on va avoir un nombre important de malades potentiellement en danger de pouvoir être soignés. C'est-à-dire que si on dépasse la capacité d'accueil des services de santé, à ce moment-là, c'est dangereux, puisque les gens qui auront besoin d'un soin particulier ou d'une surveillance ou d'un renfort de soins ben, n'auront pas accès. Donc il faudra faire des choix. C'est dramatique. Alors que si on limite, l'objectif, c'est de rester toujours en dessous du seuil de capacité d'accueil des services de santé. D'où la nécessité de limiter la progression et donc de limiter tout ce qui peut être des accélérateurs épidémiologiques. Tout simplement. D'où ce qui a été mis en place actuellement. Et l'intérêt pour nous de faire attention. De faire attention. Maintenant qu'on a balayé un petit peu les choses, on va reprendre quelques remarques bibliques. Juste quelques-unes, rapidement. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Lui, c'est Dieu. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dieu est souverain de toute chose et de tout homme, c'est-à-dire que Dieu est au-dessus, il maîtrise, il gère, rien ne lui échappe. Ou alors il n'est pas Dieu. Rien de ce qui se produit ne se produit en dehors de la volonté de Dieu. Ou alors il n'est pas Dieu. Il peut être assimilé à un Dieu de certaines mythologies. Mais s'il est Dieu, le seul Dieu créateur de toutes choses, celui dont la Bible parle, il gère tout. Il est à l'origine de tout. Il est souverain. Il est souverain dans les événements globaux, dans tout ce qui se passe d'une façon globale, mais aussi dans la vie de chaque individu. Rien ne se produit sans que Dieu ne soit là, à gérer toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan n'a aucun pouvoir de liberté. Il ne peut rien faire sans avoir vu, sans avoir mais c'est même pas l'accord, l'ordre de Dieu. C'est lui, il est à la source de toute chose, Dieu. Donc Dieu est souverain de toute chose. Satan n'a aucun pouvoir de liberté. Ce qui se produit n'est pas une attaque de Satan. Alors ça on l'entend, n'est-ce pas? Satan se déchaîne, il est en furie, il attaque. Non, non. Voir une vidéo sur la souveraineté de Dieu, où tout ça c'est bien expliqué. J'ai pris le temps d'expliquer chacun des éléments point par point. Là ce n'est qu'un résumé rapide. Quand on parle de la souveraineté de Dieu dans la vie d'un individu, de tout homme, tous, l'homme n'a aucun pouvoir de liberté. Ce qui se produit n'est pas une attaque d'une organisation. C'est-à-dire que ce qui se produit aujourd'hui, ce n'est pas une organisation secrète, complotiste, cachée, souterraine, politique, financière, tout ce qu'on veut, idéologique, philosophique, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas une attaque d'une organisation secrète qui serait complètement en dehors de toute gestion divine. Dieu est à la source et à l'origine de toute chose. Rien de ce qui se produit ne se produit en dehors de la volonté de Dieu. Voir la vidéo sur la souveraineté de Dieu pour s'en assurer, pour en être convaincu. Alors pourquoi le SARS-CoV-2, par exemple?
Peut-être pour montrer, peut-être, je mets peut-être, parce que je n'ai pas de téléphone rouge avec Dieu, je n'ai pas une information directe, mais il semblerait logique, peut-être pour montrer que l'homme qui se croit maître de son destin ne maîtrise en réalité rien du tout. Il y a 6 mois, l'homme avait de grandes idées pour la gestion du monde. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu la course et qu'il faut essayer de gérer parce qu'il y a un petit virus qui vient mettre tout à plat. Luc 12, 16 à 21, nous lisons. C'est une parabole de Jésus, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Non, il y a une prise de conscience quand même que l'homme ne maîtrise pas grand-chose, il ne maîtrise même rien en réalité. Peut-être, peut-être, pour commencer à séparer ceux qui sont véritablement ses disciples de ceux qui ne sont que des fans de Jésus. Là, on s'adresse à tous les chrétiens. Romains 11, 2 à 5, nous lisons. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. La traduction littérale, c'est plutôt j'ai placé derrière mon dos, j'ai placé derrière moi 7000 hommes, j'ai mis en protection derrière moi ceux qui ont bien voulu suivre, il y a tout un aspect d'obéissance, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, et de même, il y a un reste qui va derrière Dieu, qui se cache, mais ce n'est qu'un reste, ce n'est pas la totalité. Et d'une façon sûre, on peut dire que, assurément, ce qui se passe aujourd'hui sert à préparer l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps. Dans tous les cas, pour faire réfléchir chacun sur l'incapacité patente de l'homme de maîtriser réellement sa destinée. L'homme ne maîtrise pas du tout sa destinée. Il donne l'impression de, mais en réalité, il navigue à vue. Il ne sait pas ce qui se passera demain. Luc 9, 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Réfléchissons à l'origine du SARS-CoV-2. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est souverain. Il gère tout. Rien ne lui échappe. Absolument rien. Ses disciples sont dans la tranquillité, le repos, dans le calme et la confiance. Dieu est aux commandes de toutes choses. Mais la fin du verset 15, c'est « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Ceux qui ne veulent pas rester dans la simplicité de la confiance en Dieu qui gère toutes choses, ça veut dire que c'est Dieu qui gère le départ de quiconque. Celui qui ne doit pas partir pour l'au-delà ne partira pas pour l'au-delà. Dieu est souverain, il gère tout, en tout, pour tout. Un dernier verset, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne nous laissons pas ébranler dans notre bon sens. Dieu est souverain. Si nous avons la foi, il n'y a aucune raison de douter de la souveraineté de Dieu dans nos vies et dans tout ce qui se produit. Seul Dieu est aux commandes et nul autre.